Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Zigzag Expo avec un sous-titre que vous connaissez désormais, les Robinsons du vendredi. Les Robinsons, eh bien, ce sont bien sûr des personnages qui vivent quelque part sur une île plus ou moins déserte. Et vendredi, c'est à la fois le compagnon de Robinson et c'est aussi le jour où nous recevons ces fameux Robinsons, suisses en l'occurrence, Robinsons du vendredi. Le Robinson aujourd'hui ne vient pas de très très loin, il vient de Provence, de Drôme provençal. Je vais d'ailleurs lui demander d'accélérer un tout petit peu le mouvement. Il se nomme Gilbert Chulet, il est peintre à la tronçonneuse comme vous le voyez. Bonjour. Et je vous propose que tout de suite, en quittant l'amarrage, nous voyons un bref reportage que nous avons déjà vu hier pour expliquer son travail. Gilbert Chulet, re-bienvenue. À tout seigneur, tout honneur, vous êtes le dernier arrivé, mais vous allez être le premier servi. Juste un mot à propos de la tronçonneuse, elle est là devant nous, elle est à l'arrêt, elle n'est pas dangereuse, elle est édentée. Il n'y a plus de dents, non? D'accord. Non, parce que c'est trop dangereux pour la toile, ça c'est clair. Donc c'est votre travail désormais, mais c'est toujours votre tronçonneuse, celle de votre travail d'antan quand vous étiez bûcheron? Alors ça c'est ma tronçonneuse que j'avais quand j'étais apprenti, donc c'est la tronçonneuse que j'utilisais. Donc elle est lourde. Et à vos côtés, c'est toujours la femme que vous aviez depuis le début. Oui, oui. Eliane, bonjour. Bonjour. Je vous salue. J'imagine que ça ne doit pas être très facile de partager la vie d'un Robin des Bois dans son genre? Non, c'est pas facile, mais c'est très intéressant et passionnant. Bon, vous, votre rôle, c'est d'aller en quête de peinture ou d'affûter les pinceaux particuliers qui sont ceux de votre mari? C'est plus particulièrement de promouvoir sa peinture. Alors on verra ça tout à l'heure. À vos côtés, la maman de Gilbert Chulet, Dora Chulet. Madame, bonjour, bienvenue à bord. Vous n'arrivez pas de très loin. Autant votre fils arrive de Provence, autant vous, vous êtes quelque part à côté de Payerne, à Étrablot. Oui. Hein? C'est la maison de la famille depuis toujours. Oui. Oui. On la trouvera tout à l'heure et on verra un portrait de l'atelier de votre mari. À mes côtés aussi, à ma droite, quelqu'un qui vient de loin, même si ça ne se voit pas. Il vient du Texas, de Corpus Christi, qui est le deuxième port avec Galveston du Texas, sur le golfe du Mexique. Et il se nomme Philippe Tissot. En deux mots, qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Oh, je cherchais à faire un doctorat et je cherchais un endroit qui était aussi différent qu'on le pouvait de Suisse. Et le Texas a rempli ses conditions au-delà de mes espérances. D'accord. Alors vous êtes pratiquement sur les bancs qui étaient précédemment ceux de Monsieur Bush senior, mais vous ne vous occupez pas de cow-boy, vous vous occupez d'ouragans. Voilà, je suis chercheur et enseignant et un de mes sujets de recherche est inspiré par les ouragans, essayer de prédire la montée des eaux lors de l'approche d'un ouragan. Et pas nécessairement des ouragans, des orages un peu plus petits, mais appliquer de nouvelles techniques, les neural networks et autres, et essayer de prédire la montée des eaux pour aider les services de sécurité, pour mitiguer l'impact de ces ouragans qui ont une énergie terrible. On y revient tout à l'heure. À vos côtés, votre frère. Si on imagine la barbe, on a à peu près la même famille quand même. C'est Éric Tissot. Lui est resté au pays. Il vit à la Chaux-de-Fonds, mais la famille est originaire de la
de la région des montagnes neuchâteloises. Et vous vous occupez de culture, en particulier de la fête de la musique à la Chaux-de-Fonds. Et c'est par ce biais que vous avez trouvé les gens qui sont derrière vous, que j'en profite pour présenter, on va les entendre dans un instant. Olivier Gabu et Suzy Wirth, elle est lucernoise, lui aussi est de la Chaux-de-Fonds. On va les retrouver, mais un instant, ils ont été primés. Absolument, c'était en fait la compagnie Sous-Sol était candidat au prix Gérard Perregaux de la Chaux-de-Fonds et c'est le gagnant de ce prix. Alors ce que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est que tout de suite on les retrouve pour une première chanson dont le titre est le bienvenu, ce sont Les Gosses. Un papillon taille-crayon, un gros stylo de couleur, des pétards qu'on lance par terre, dans une petite boîte en fer, un faux sucre qui flotte quand on le met dans le cacao, du Monopoly avec de vraies pièces de 1 franc, une balle blanche de golf, un sac de billes doré, une mouche en verre achetée, une feuille d'autocollant, une pierre en forme de cœur, un parfum pour le coup, une toupie à 100 sous. Arrête de me répéter. Nous, les gosses, on aime les petites choses rigolotes qui tournent, qui pètent ou qui collent ou sifflotent. Hose zak, vuurballen van kiosk, een potschalter uit karton, plastic poppen onieer, velskrosie, stokjes uit momeran en dokter chacao, hoge rechtergeld uit Zuid-Amerika, altitrambiljet auto am tepi ramen rubber am kishkan de saidi cassette bio bit paquet samedi de pasta lir binja total doom. Nous, les gosses, on aime les petites choses rigolotes qui tournent, qui pètent ou qui collent ou sifflotent. Un papillon taille-crayon, un gros stylo de couleur, des pétards qu'on lance par terre, dans une petite boîte en fer, un faux sucre qui flotte quand on le met dans le cacao, 6 billets du Monopoly avec de vraies pièces de 1 franc, une balle blanche de golf, un sac de billes doré, une mouche en verre achetée, une feuille d'autocollant, une pierre en forme de cœur, un parfum pour le coup, une toupie à 100 sous. Arrête de me répéter. Nous, les gosses, on aime les petites choses rigolotes qui tournent, qui pètent ou qui collent ou sifflotent. La compagnie Sous-Sol, qui se produira bientôt aussi sur les artés-plages de Bienne et d'Yverdon. Prenez peut-être un micro, tenez Olivier, en 2 mots, la formation de la compagnie. C'est Suzy qui fait le sous de Sous-Sol et Olivier qui fait le hall de Sous-Sol. On est juste nous deux, c'est une petite compagnie, mais peut-être qu'il s'agrandira pour d'autres spectacles, on ne sait pas encore. Avec des gosses ? Ah, c'est une question délicate ça. Question délicate. Donc on en parlera tout à l'heure, mais vous allez, comme j'allais dire tout le monde, en tout cas tous les gens qui créent dans ce pays, apparaître sur les artés-plages. Exactement, à Bienne et à Yverdon, sur la scène des collines. Tout à l'heure, on en reparlera lorsque vous aurez donné votre 2e chanson, en donnant quelques indications concernant les lieux et heures. Mais je me tourne maintenant vers vous,
en fait, Gilbert Chulet. On va revenir à votre travail. Votre premier travail, ça a donc été bûcheron. Vous l'avez choisi comment? Oh, ça s'est fait un petit peu... On était manuel, donc le père avait besoin de bras. Et puis, disons que moi, je n'ai pas trop réfléchi au début pour être bûcheron. Je n'ai pas trop réfléchi parce que ça s'est fait tout seul. Il travaillait en forêt, puis pour finir, je l'ai suivi. Donc, il travaillait déjà en forêt. Donc, c'était avec votre père d'abord? Au début, oui. Puis après, on a fait l'apprentissage. J'ai fait l'apprentissage. Je me suis inscrit. Et puis... C'est un métier que vous avez aimé? Alors, c'est un métier, au début, oui, j'étais vraiment, on peut dire, fada de ce métier, comme ils disent dans le Sud. C'est vrai qu'il y a des moments fabuleux. En tout cas, les premières années d'apprentissage, les premières années du métier, c'est fabuleux parce que vous arrivez le matin de très bonne heure et on voit la nature qui bouge quand on arrive le matin avec les petits oiseaux et tout. Il y a des moments fabuleux. Ouais. Et à ce moment-là, vous y aviez déjà un petit peu l'idée de faire de la peinture. Vos premières peintures n'ont pas été à la tronçonneuse, mais au pinceau. Ce sont de belles peintures naïves qui ont raconté d'une certaine manière votre métier. Oui, j'ai commencé par la peinture à l'huile. Après, j'ai eu une période de pyrogravure. Après, j'ai fait du pastel. Et puis après, j'ai raconté mon métier. Comme dit ma femme, mon épouse, c'est mon testament de bûcheron, ça veut dire que j'ai raconté tous ces gestes que j'ai fait pendant l'apprentissage et j'aimais bien remettre sur ces tableaux des personnes que j'ai connues, en somme, que j'ai travaillé avec. Et en particulier l'un qui est mort quasiment sous vos yeux et c'est pour ça que vous avez arrêté. Alors oui, mon ami Auguste, qu'on disait Gusti, et oui, alors là, c'est vrai que c'était un homme très prudent et il est mort d'un accident, donc il est mort avec un arbre qui était par terre, un arbre qui a tourné. Et je me suis dit, là, si ça arrive à lui, ça pourrait arriver à moi. Parce que c'était vraiment c'était impossible d'avoir un accident avec cet arbre par terre qui a tourné subitement et une branche l'a écrasé. Et là, ça m'a marqué. Alors après, j'ai commencé à avoir... J'avais peur, moi, d'abattre un arbre qui n'était pas du tout... Un arbre qui n'était pas du tout dangereux, je me suis mis à avoir peur. Je ne le montrais pas, bien sûr, mais j'avais peur d'abattre un de ces arbres. Et après, j'ai vu le métier un petit peu... je le voyais fatigant, je le voyais dangereux, usant aussi. Et c'est là, d'une certaine manière, que vous avez songé à laisser cette espèce de testament en peinture. On va le voir d'ailleurs tout de suite avec vos peintures. C'est la journée à la fois, la journée et l'année du bûcheron. Voilà, c'est difficile de résumer en 1 minute et demie le travail d'une vie. Ce que j'aimerais peut-être, c'est qu'on abandonne maintenant votre travail lui-même et qu'on revienne sur vos pas. Sur vos pas parce que, entre-temps, vous avez bien sûr quitté la maison de vos parents. D'abord pour aller pas très loin, à Trey, où vous avez bâti maison et où il y a d'ailleurs toujours une exposition de vos tableaux. Il y en a une par année, en tout cas, l'exposition d'automne. Et puis ensuite, pour la Provence, on en reparlera tout à l'heure. Mais pas très loin, il y a la maison de vos parents. Votre père est décédé, mais votre maman est avec nous. Dora, merci d'être avec nous. Et surtout, ce que je vous propose, c'est que nous allions, je dirais presque en pèlerinage, dans ces lieux qui ont été les lieux de votre enfance.
Ici, c'est le domaine du père. Oui, là c'est son petit atelier, donc on connaît tout gamin, donc on perdait les marteaux, c'est vraiment le domaine où on faisait les manches de râteau, hein, où on ponçait les manches de râteau. C'était, quand on entrait dans sa boutique, il fallait presque lui demander l'autorisation, donc c'est là qu'il réparait les roues de char et tout ça, donc il faisait les fonds de hotte aussi, toutes sortes de choses, quoi. Comme il était charron, c'était son atelier. Et c'est un métier qu'il aimait? Charron, il aimait ce métier, seulement il n'arrivait pas trop à se faire payer, il devait acheter du bois toujours, et le bois étant tellement cher, puis comme il n'arrivait pas trop à se faire encaisser le travail qu'il faisait, pour finir il arrivait les roues à pneus aussi, parce qu'il fabriquait des roues, donc il y a sûrement encore quelque part un endroit ici des formes pour faire les jantes de roues en bois. Et tout d'un coup, il arrivait les roues à pneus, et puis son métier est tombé tranquillement, les timons de char et tout ça, son métier est tombé. On faisait des dents de râteau avec cet appareil qu'on appelle le caque-dent. Et puis, bon, on part, c'est un morceau de noisetier que notre père coupait, disons, à lamelles. Et puis, nous, notre boulot, c'était de se mettre sur ce caque-dent, d'enfiler les morceaux là-dessous, et puis de sortir des dents de râteau. On arrivait à sortir des dents de râteau. Et puis, on faisait des paquets de 12 dents de râteau que le père nous envoyait vendre. Donc, on mettait 13 dents par paquet, et on mettait ces paquets, on faisait 12 paquets qu'on mettait sur le dos, on les attachait avec des ficelles, des élastiques plutôt, c'est des élastiques, des chambres à air qu'on coupait, on coupait des chambres à air de vélo, on mettait ces paquets, puis notre père nous envoyait livrer ces dents de râteau dans les fermes, et puis bien sûr on arrivait, on était reçu par un ton père à la paye du lait, et puis on ne revenait pas avec l'argent, puis voilà quoi. Le père, c'était un homme austère? Oui, il était toujours, on peut dire, il était toujours inquiet, mais à présent, avec les années, je me rends compte qu'il a eu beaucoup de soucis, il a élevé 6 enfants, et puis on se rend compte qu'il nous utilisait quand même un peu comme des bras. Il voulait des bras parce qu'on faisait du tabac. Il était tout le temps dans la survie. Il avait vraiment beaucoup de soucis. C'est seulement à présent que je me rends compte qu'il avait vraiment beaucoup de soucis. Pour élever une famille comme ça, avec si peu de terrain, avec les années, on se rend compte qu'il a fait l'impossible. Oui, d'abord quelques mots d'excuse à ceux qui nous regardent en direct. Apparemment, il y a eu quelques secondes de ce qu'on appelle de noir, c'est-à-dire d'interruption. Mille pardons. Mais maintenant, je crois que nous pouvons tranquillement continuer notre émission. Merci de votre patience et de votre compréhension. Je reviens à vous et à vous aussi, Madame Schulé, ce d'autant que derrière vous encore, il y a l'un des frères, l'un des enfants. Passez-lui peut-être la parole, Eliane, ou le micro. Mettez-le bien près de votre visage. Et ce que j'aimerais savoir, comment étaient-ils tous ces enfants qu'on vient de voir sur une photo de famille? Ils étaient agréables, ils étaient obéissants ou c'était des schnoppants? Bon, ben, pas toujours, mais oui, c'était bien aussi agréable des fois. C'est la première fois que vous voyez, que vous réentendez surtout le bruit de ces machines qu'on a réallumées tout exprès pour cette émission. Un peu de nostalgie? Oui, quand même. Oui, oui, j'ai quand même un peu de nostalgie. Oui. Et pour vous, quand vous avez appuyé sur le bouton, vous saviez que ça allait marcher? J'étais pas sûr que ça allait marcher. Hein. Par contre, ce qui m'a impressionné, c'était la poussière qui s'est dégagée d'un coup. Mais moi, dans le petit local où il y avait l'appareil à faire les dents de râteau, ça faisait bien 10 ans que je n'étais pas rentré. Je n'étais pas rentré dans ce local. Il y avait les araignées et tout. Et c'est vrai que quand on est parti dans un autre pays pendant quelques temps et qu'on revient là, moi je sentais presque la présence du père. L'ambiance de cet atelier m'est revenue d'un coup. C'était assez impressionnant. Et on le sentait aussi dans votre comportement, je dirais presque dans l'atmosphère générale du lieu. Si vous voulez bien, on va passer tout de même maintenant à votre métier actuel. Il faut qu'on explique un petit peu mieux ce que vous faites de votre tronçonneuse, et pas
pas seulement de la tronçonneuse, car en fait, il y a tout plein d'outils agricoles, aratoires et autres qui vous servent finalement à faire des tableaux assez galactiques. Ça a été un apprentissage progressif? Alors, bon, quand c'est parti avec cette histoire de tronçonneuse, j'arrivais simplement à faire juste un jet. La peinture arrivait sur la chaîne par une coulisse, et puis ça me faisait juste une projection, puis j'appelais ça du pointillisme mécanique. Et puis après, bien sûr, j'ai affiné. Après l'envie, on devient un petit peu drogué. On va essayer toujours d'autres machines pour arriver à faire. Alors à propos de drogue, on va partir sur un de ces plateaux à drogue, à votre drogue, pour voir ce que vous faites avec tout ça, et on va essayer de le commenter comme ça en direct. Alors là, c'est ce qu'on avait ici, vu. Oui, je pose de la peinture. Je pose de la peinture sur la toile et après je mets en route ma machine et puis je fais mon dégradé avec la machine. Donc ça me fait un dégradé latéral et en même temps un dégradé en tirant la peinture. Donc ça fait deux sortes de dégradés. Alors vous allez faire ça à plusieurs reprises de telle manière à donner quelques traits différents, quelques orientations voilà, différentes. Disons ça correspond toujours, pour moi ça correspond au graphisme que fait la chaîne lorsque la tronçonneuse coupe le bois, disons. C'est le dessin, quand on scie du bois, c'est le dessin que la tronçonneuse fait. Et j'ai essayé de le recréer sur les toiles. Et en le recréant sur les toiles, je peux bien sûr mettre la couleur en plus que le graphisme. Ce sont en fait les stries de la mémoire, hein, d'une certaine manière. Oui. Alors c'est vrai que je peux à présent, en mettant des tableaux sur table tournante, je peux faire des tableaux qui sont plus... Alors ici... Là on sophistique. Hein. Voilà. Alors ici c'est fait avec la scie sauteuse, donc ça me fait des petits points. Et puis là c'est un mixeur, en somme, qui me donne des drôles de spirales. Et c'est chaque fois une aventure, c'est chaque fois un risque. Hein. Voilà, alors disons que je peux créer des plaintes ou des... suivant mon imagination. Donc ça... Et quand vous avez créé des plantes... Voilà, ça c'est une machine que j'appelle... Je fais la peinture techno-chaocinétique avec cette machine. Donc c'est une machine qui projette la peinture et qui me donne des courbes, des fils de peinture, des courbes qui ne sont pas calculables, mais qui sont bien à l'œil, qui sont agréables à l'œil. Bon, ben, j'imagine que c'était assez précis. Moi, je vous propose une chose, c'est quand même qu'on l'applaudisse là, parce que c'est pas très facile à faire. Derrière nous, on l'entend peut-être, nous sommes juste au large de Grandson maintenant. Derrière nous, un train, mais nous sommes toujours sur le bateau d'Expo 02. Et je vous propose une petite transition brève avec la compagnie Sous-Sol et pourquoi pas un yodel. C'est à vous quand vous voulez. Yo 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 la yo 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 C'était bref, mais c'était bien. Dites-moi, l'un et l'autre, les uns et les autres, comment avez-vous décidé de partir? Vous êtes parti pour le Texas. D'abord, est-ce que ça a été dur, l'idée de quitter la Suisse? Écoutez, je voulais faire de la recherche. J'ai compris après un an, j'ai fait l'école polytechnique et j'ai compris qu'il fallait que j'aille un doctorat. Et j'ai comparé les endroits où je pouvais faire un doctorat. Et il semblait que partir à l'étranger pour quelques années était une très bonne façon de devenir un chercheur. Et finalement, je suis arrivé au Texas un petit peu par hasard et j'y suis resté. Ouais. Vous êtes américain aujourd'hui? Non, je suis suisse. Et vous ne pensez pas devenir américain? Pas pour l'instant, en tout cas. J'aime bien mes attaches suisses et je rentre chaque année. Et vous envisagez de rentrer définitivement, ou pour vous quand même, vous allez rester en Amérique? Pas de plan pour l'instant. 5 ans, ça paraît être... Les choses changent tellement vite toujours, mais je pense que au moyen terme, je vais rester aux États-Unis. J'ai un job auquel je suis passionné. J'aime beaucoup l'endroit où je vis, Corpus Christi. Et donc pour les années à venir, je vais rester là-bas, oui. Gilbert Eliane, vous, la décision de quitter cette terre vaudoise pour aller progressivement vous installer en Drôme.
Oh ben, on allait chaque année, disons, en vacances en France. Et c'est vrai que chaque fois qu'on grimpait, qu'on montait dans le nord de la France, on se retrouvait quand même tout le temps dans le sud-est. Et là, tout d'un coup, j'ai quand même vu les couleurs et tout a changé. Pour nous, on s'est dit, tiens, là, c'est un coin qui serait bon. Et puis, bon, c'est arrivé qu'on s'est mis pendant 5 ans à chercher des maisons. C'était nos vacances, on allait chercher les maisons, on avait un plaisir énorme, on était toujours bien reçus parce qu'on cherchait des maisons, alors on était bien reçus. Et puis pour finir quand même, voilà qu'on s'est fait avoir, on est entré dans cette maison, même tard le soir, et puis pour finir, on se voyait déjà chez nous ici. Et en fait, pour vous, ça a été difficile, le changement de lieu? Moi, pas du tout. Non? Non, j'aime beaucoup y aller. Je trouve que je ne peux pas y aller encore assez souvent. Mais oui, parce que vous avez encore des attaches professionnelles en Suisse, mais c'est bientôt fini. Voilà, c'est bientôt fini, mais chaque fois que je peux m'absenter, je rejoins mon mari en Provence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous, à la différence de certains immigrants, vous avez été bien accueillis, et puis au point qu'il y a très souvent désormais des expositions de vous dans le centre du village. Je parle du village de Tolignan, c'est donc à côté de Grignan, dans la vallée du Rhône, et on va retrouver à l'accrochage l'un des tableaux qu'on vous a vu réaliser. Dans 30 secondes. Voilà donc c'est bien d'avoir un petit village de cette taille. Combien d'habitants à Tolignan? Oh, il y a 1600 habitants, c'est vraiment un village, c'est un village médiéval qui a 11 tours. Et c'est vrai qu'ils sont tournés vers la culture. J'étais assez étonné parce que c'est quand même un village terrien, il y a des vignerons, il y a de la lavande, il y a les truffes. Et puis j'étais très étonné que ce village-là offre, ils ont fait vraiment une salle d'exposition extraordinaire. C'est vrai que j'étais heureux d'être invité là. Alors quand vous y êtes, on voit, il y a les journalistes qui viennent vous poser les questions rituelles, mais vous apportez aussi un peu de vous-même, pas seulement les tableaux, mais le blanc roman. Ah, alors on a fait un vernissage extraordinaire au Findin et au gruyère mi-salé, et puis bon, encore des salamis du village de Trek, une copine à Eliane a fabriqué, donc des salamis de bœuf, et on a fait un vernissage extraordinaire, suisse. Pour les gens de là-bas, vous êtes complètement du lieu, ou vous restez tout de même une espèce de pièce rapportée? Je pose aussi la question à Eliane. Alors, non, on reste bien les Suisses. C'est écrit banque sur le front. Mais ils nous ont très bien accueillis et je crois qu'ils nous apprécient. Même les jours où la banque est fermée? Voilà. Quel type de rapport est-ce qu'on dit? On dit que la Provence est à la fois très affective, très amicale, mais finalement assez fermée et pas forcément toujours aussi profonde qu'on l'imagine. C'est des gens qu'il faut approcher tranquillement. Mais c'est comme partout. Mais disons, moi j'ai vu pour s'intégrer, je crois qu'il faut se mettre au bar. Dans le bistrot. Et puis c'est là qu'un petit peu, malgré tout, on rencontre des gens et on arrive à avoir nos différences, parce que quand on nous dit il n'y a pas le feu au lac, chaque fois qu'on me voit, il me taquine un peu, mais après il me tape quand même sur l'épaule. Et puis je trouve c'est des gens merveilleux. Donc c'est des gens, le Suisse, il vit pour le travail, mais là-bas, il travaille pour vivre. Alors c'est toute une différence. Pour eux, ils sont passionnés par une partie de boules ou de cartes. C'est vraiment un peu le cinéma, mais on voit qu'ils ont la joie de vivre. Ils nous détendent. On va voir, après avoir vu le centre du village, on va voir votre maison, que vous avez largement retapé vous-même, bien sûr, car vous n'êtes pas Crésus, il faut quand même le préciser, parce que la maison ressemble tout de même à une très belle maison. Je ne peux pas taper moi-même. Hein. Mais enfin, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. On a eu des problèmes avec les artisans, ouais, malgré tout, mais bon. Alors on va la découvrir, cette maison, et on va s'apercevoir à cette occasion qu'elle est aussi devenue un atelier et que vous y pratiquez encore d'autres méthodes. Mais voici d'abord la maison, qui est juste en dehors. Une maison toute faite de pierres de taille. Une maison où vous recevez vos amis suisses désormais aussi. Oui, alors c'est un point de ralliement. Nous, on adore faire les contacts avec tous les Suisses qui sont un petit peu en dehors du village, dans la garrigue, enfin dans
ils s'endorment, des fois ils sont un peu seuls, ils sont tellement contents quand on peut se retrouver. Ça fait un peu une maison charnière pour ça. Oui, c'est aussi une maison atelier et un jardin atelier. Et là, on va vous voir pratiquer un peu différemment avec des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Le pistolet à peinture acrylique et aussi, voici la fameuse peinture blanche, mais surtout votre hache. C'est voilà, la hache de votre travail. Oui, alors ça c'était la hache d'apprentissage, donc qui fait 1,6 kg. On appelait ça des haches d'éclaircie. Et bon, je fais des formes dans la peinture avec cette hache sur un appareil, sur une table tournante, un son. Et puis, alors là, j'en suis à quoi? Ah oui, là, Vous courez après la peinture, voilà, quasiment. Voilà. Quant à vous, Eliane, on vous voit apporter un peu d'eau parce que c'est pas de la peinture à l'eau, mais il y en a besoin quand même de temps à autre. Et puis c'est là où on va voir ce travail justement de peinture. Voilà, alors le coup de pistolet à peinture, c'est pour ressortir le relief. Donc une fois que la peinture a été passée à la hache, ça me donne un certain relief. Et en giclant avec le pistolet, la peinture arrive contre le bourrelet et ça me crée un dégradé. Et ça c'est ce que vous appelez le dégouliné. Et dans un instant, on va voir quelque chose qui va vous rappeler, si vous avez bien regardé tout à l'heure le reportage dans la maison de vos parents. Voilà, là, le dégouliné à la hache, instinctif, eh bien, instinctif, qu'est-ce qu'il va nous donner? Un clocher, une église. Et l'église, c'est celle de Torny-le-Petit, celle de Torny, qui est juste en face de la maison de vos parents, celle que votre père vous montrait autrefois en disant c'est-à-dire quand on va nous vendre des dents de râteau. Voilà. Alors quand on est arrivé, on a déménagé de Courcelles-Prépayerne, on est arrivé, moi j'avais 3 ans et demi, donc on s'en rappelle encore. Et la première chose que j'ai vue, c'était quand même cette église, ce village qui était loin, loin, loin. Je me disais, on va jamais pouvoir arriver, parce qu'à Courcelles, la maison, elle était au milieu du village, coincée contre un talus. Et après, cette église m'a marqué. Donc on la retrouve dans mes tableaux, on la retrouve sur mes cravates, on retrouve tout le temps cette église. Pas aujourd'hui. Si, peut-être là, je pense, ouais. Je ne me rappelle plus quelle cravate j'ai mis. Mais enfin, c'est vrai que ce clocher de Torny-le-Petit, puis d'ailleurs, on était surpris l'autre jour, parce que quand on a regardé, la haie a poussé, et on voit de moins en moins Torny depuis la maison familiale. Nous allons maintenant, quelques instants, changer de pays, changer de saison aussi. Cap très provisoire sur la Sibérie, ce qui justifierait qu'on fasse un tout petit détour par la Russie. Vous êtes d'accord? C'est à vous. Kamania Javek Aki Nyore Leka. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que ça sonne d'autant plus juste que c'est tout faux. Hein. Prenez votre micro. Ça sonne d'autant plus juste que c'est tout faux. C'est pas du russe. Oui, non, c'est pas du russe. C'est de l'imagination. Et c'est beaucoup de l'imagination dans ce que vous faites. Hein. Parfois, on a l'impression d'une véritable tour de Babel qui est à la fois un petit peu comme le spectacle d'ouverture de l'expo, à la fois une tour de compréhension et une tour d'incompréhension entre les êtres. Oui, c'est un peu le thème et des fois aussi un peu le problème. Ouais. Oui. Y compris entre vous? Non, entre nous, il n'y a pas de problème. Comment choisissez-vous C'est vous qui écrivez ces textes, ces improvisations? Ce sont les deux. Olivier, normalement, c'est lui qui fait les musiques, les compositions, et les textes, ça vient un peu des deux. Les deux font. Ils se corrigent. Je vous disais qu'on allait changer de pays et changer de saison. En effet, on va partir pour une Sibérie assez proche d'ailleurs, je veux parler de la Brévine, et on va revenir de cette manière à la forêt, au bûcheron, mais avec un épisode dramatique. C'était en décembre 99 et le reportage qu'on va voir est de tout début janvier 2000. Ça se passe à la Brévine et c'est bien sûr juste après l'ouragan Lothar. Bémont, quelques pâturages au-dessus de la Brévine,
Le froid y est légendaire, mais depuis quelques jours, c'est Lothar qui lui a volé la vedette. L'ouragan a fait de très gros dégâts dans les forêts. Charles-Henri Maté est paysan, ses arbres ont bien sûr souffert des vents. Tous les matins, il va prêter main forte aux bûcherons qui dégagent les lignes coupées alentour. On n'a jamais vu ça, je pense que même les plus âgés n'ont jamais vu un pareil vent. Et puis les arbres déracinés autant par paquet. Ce qui est dommage, c'est que c'est sur une très grande surface que la tempête a eu lieu. Et puis pour le marché du bois, ça sera, je pense, un peu une catastrophe. Pour écouler le bois. Et puis les prix seront vraiment mauvais. Et puis qu'on ne pourra pas exploiter ça dans des bonnes conditions. Le canton de Neuchâtel a estimé que sa forêt a perdu 180 000 m3 de bois, soit l'équivalent d'une année d'exploitation. Le Jura, lui, a estimé à 250 000 m3 de bois déraciné ces derniers jours. Le bûcheron que vous avez été et que vous êtes resté d'une certaine manière, comment a-t-il vécu Lothar, l'ouragan et tous ces arbres brisés dans la forêt? Alors, moi, ce qui m'a fait le plus de mal, c'est des forêts entières que j'avais plantées, où j'avais fait les coupes avec les équipes à l'époque, et des forêts donc, qui avaient à peu près 30 ans, jeunes forêts, relativement jeunes, qui étaient versées, complètement versées. Et ça, c'est déprimant parce que c'est comme si on annule 30 ans, dans le paysage. Hein. Ça a été dur à vivre. Oui, moi, c'est parce que c'est des coins où moi je reconnaissais encore des vieux troncs qui avaient de la peine à pourrir, si on veut. Mais après, je revoyais de nouveau ces vieux troncs qui restaient. Donc les forêts, hein, moi je dis, c'était bon. Ça repousse, automatiquement, ça va repousser, il n'y a aucun problème. Mais ça m'a fait mal quand même. Alors, on peut le préciser, la semaine prochaine, Zigzag Café avec, en compagnie bien sûr de Jean-Philippe Rapp, s'intéressera en particulier au bois en Suisse. On peut signaler d'ailleurs que l'essentiel des artéplages, enfin du bois de l'artéplage d'Yverdon est fait avec du bois qui a été la victime entre guillemets de Lothar. Je pense que ça fait plaisir d'une certaine manière. Donc ce sera un des sujets la semaine prochaine. Mais en fait, Philippe Tissot, je voulais savoir si avant de vous intéresser là-bas aux ouragans, vous avez eu le temps de vous y intéresser en Suisse, ou si je dirais le goût de l'ouragan vous est venu uniquement au Texas? Non, ça m'est venu au Texas. Il y a eu quelques ouragans après quelques années quand j'étais au Texas, et j'ai été rapidement fasciné par la force de l'ouragan. Le fait qu'on ne les comprenne pas très bien, que les prédictions sont bonnes, mais ont vraiment besoin de s'améliorer. Et ça a été, depuis 3 ou 4 ans, c'est un des focus de ma recherche. Ouais. Essayer de prédire, peut-être pas des orages de la taille d'un ouragan, mais des orages un peu plus petits. On a du succès avec des orages un peu plus petits, prédire leur effet, la montée des eaux, et aider les services de sécurité, aider à mitiger les dégâts. C'est des dégâts qui peuvent être considérables le long des côtes du golfe du Mexique et de l'Atlantique. On le sait, les États-Unis s'intéressent d'abord à eux. Oui. Est-ce que néanmoins, jusque là-bas, on avait entendu parler de Lothar? Non, on reçoit relativement peu d'informations d'Europe. Enfin, il y a toujours des spots ici et là. Ils ont un grand intérêt culturel pour l'Europe. Ils adorent venir en vacances en Europe, mais il y a beaucoup de choses qui se passent à travers le monde, et l'Europe est une partie du monde au milieu du reste. Vous êtes arrivé il y a 14 ans, et il y a 10-11 ans, vous avez dû vivre, alors je ne sais pas si c'est ça qui vous a donné le goût et l'intérêt pour les ouragans, mais c'était ce fameux ouragan Andrew. Je vous propose qu'on en voit quelques instants des images. On va essayer de les commenter en même temps qu'elles apparaissent, et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait elles vous ont amené vous, mais elles vous ont surtout amené votre maître et prédécesseur George Bush Senior sur les bancs de votre université. Alors voilà, on voit ce que signifie dans des régions très plates comme le Texas et comme le golfe du Mexique, un ouragan, un cyclone. Ça crée généralement un raz-de-marée. Ce raz-de-marée déferle sur les côtes et anéantit tout, c'est-à-dire que les dégâts sont à la fois ceux des eaux et ceux des vents, c'est bien ça? Voilà, les deux. Il y a des tornades aussi qui sont associées aux hurricanes, et elles peuvent être dévastatrices. Un hurricane de force 4 prend une voiture, la prend comme une toupie dans l'air et peut l'envoyer dans une maison et défoncer votre maison. La force de ces hurricanes est
tout à fait impressionnantes. Alors à l'époque, le président s'appelait déjà Bush, mais c'était le papa de l'actuel. Il y a d'ailleurs une ressemblance. Là, on voit ces images, on vient de les voir. Ça ressemble beaucoup à l'arrivée de George Bush Jr. à Moscou ou à Berlin. Et puis bien sûr, on rassure comme toujours la population, mais ce n'est pas grâce aux politiques qu'on peut prévoir les ouragans, c'est grâce aux scientifiques. Et c'est là où justement votre travail est déterminant. Oui, d'abord c'est un sujet qui est fascinant parce que pas complètement compris. On avance petit à petit. Je m'intéresse principalement à la montée des eaux, à développer de nouvelles techniques. Nous avons de plus en plus de moyens d'observation, la puissance des ordinateurs augmente et donc il y a de nouvelles techniques qui sont disponibles et puis qui peuvent calculer en temps réel, essayer de modéliser en temps réel la trajectoire ou la montée des eaux et c'est ce sur quoi nous travaillons. Alors en 2 mots, nous sommes provisoirement à Galveston ou à Corpus Christi. Ouais. Il fait beau comme aujourd'hui et en fait il y a une menace quelque part qu'on n'envisage pas encore, mais vous, vos ordinateurs le savent déjà ou en tout cas le pressentent, c'est ça? C'est ce à quoi nous travaillons. Il y a 3 ans, j'habitais Corpus Christi depuis 6 mois à l'époque. Il y avait un hurricane qui était dans le golfe du Mexique, qui était supposé... Un ouragan, hurricane égale ouragan, oui. Voilà, merci. Et qui était supposé, qui était de catégorie 1, relativement petit, des vents d'un peu plus de 110-120 km/h, et qui était supposé aller au Mexique. Nous avons passé tout un samedi à la plage. Nous sommes rentrés le soir et l'ouragan s'était transformé des catégories 1 en catégorie 4. Et au lieu d'aller sur les côtes du Mexique, ils fonçaient droit sur Corpus Christi. Et ça a été notre première rencontre plus directe que celui au début des années 90. Et ça a certainement été assez tendu. Les ouragans, les hurricanes, quand on les étudie, on les aime, on les craint, on les déteste, ça se passe comment? C'est une fascination pour la puissance de la nature. Ça rend une certaine humilité aussi, parce que le fait c'est un système si complexe. Et bien sûr, moi, j'étudie qu'une toute petite partie. Et il y a un grand nombre de scientifiques qui approchent l'ouragan de différents points de vue, en particulier le Hurricane Center à Miami. Et c'est cette mixture de la fascination, essayer de comprendre un peu plus et être utile aussi, avoir un impact positif sur les populations de la côte, et qui est un challenge qui est fascinant et très érudit. Alors quand la mer est calme, j'imagine que vous partez en famille sur le littoral. Voilà. Je dis en famille parce que votre femme Florence, qui nous entend, j'espère, par l'intermédiaire de TV5, est restée là-bas. Parce que vous avez un petit enfant qui est trop jeune. Non, pas d'enfant. Pas d'enfant? Pourquoi croyais-je que vous aviez déjà un enfant? 1000 pardons. Plein de neveux et de nièces. Oui, je vois dans Léo qui dort sur tout près du Bastagal. Oui, donc quand il fait beau, vous allez à la plage. Voilà. Et votre passion, c'est la planche à voile. La planche à voile, grande passion depuis de très très longtemps. Et c'est aussi un endroit idéal pour faire de la planche à voile, ce qui fait que je peux mettre mon hobby et mon travail ensemble. Mais vous êtes au niveau de la compétition déjà ou... Non, je suis purement... je fais de la vague, je fais beaucoup de possibilités, mais non, pas de compétition. Non. Bon, parce que sinon vous aurez proposé quelques images qu'on aurait pu commenter. Voilà quelques images. C'est ce week-end à Corpus Christi par ailleurs, les championnats de windsurf des États-Unis, le US Open sera demain à Corpus Christi. Mais vous avez des images d'il y a quelques années. Oui. Mais on voit, il y a d'ailleurs, je crois, une championne bernoise dont j'ai oublié le nom, qui va parfois jusqu'aux États-Unis. Mais voilà des images en effet. Oui, on n'a pas ce type de vague, mais pour les planchistes, Corpus Christi est une très bonne destination. Je la recommande. Et puis on peut aller vous rendre visite. Oui. Bon, en 2 mots, on va peut-être vous demander de présenter votre frère resté au pays. Eric, que diriez-vous d'Eric? Qui est l'aîné au fait? Écoutez, je suis l'aîné. Alors, Eric, comment était-il enfant et que fait-il aujourd'hui? Très, très créatif, le sens du business. Il vendait des oranges pour terre des hommes, c'était le meilleur vendeur. Il avait un contact épatant avec les gens dans la région. Toujours... Pour le reste, aujourd'hui, plus d'oranges. J'aimerais préciser que j'ai un frère jumeau. Ouais. Voilà. Et puis on a encore une sœur aussi. Et puis voilà, donc une famille à 4.
vous vous intéressez à la fête de la musique à la Chaux-de-Fonds. Alors non seulement je m'y intéresse, mais enfin j'en suis le président depuis 7 ans. La fête de la musique aura 7 ans cette année, qui s'étend chaque année un peu plus, ce qui fait que la manifestation est passée de 1 à 3 jours. Alors, je vous remercie en tout cas de nous avoir amené ici ou suggéré d'inviter la compagnie Sous-Sol. Je voudrais peut-être annoncer un certain nombre de choses, de rendez-vous. D'abord, si on allait dans cette direction à 60 km, on passerait très légèrement Neuchâtel, on arriverait à Haute-Rive, et c'est à Haute-Rive que ce soir, Francine Secrétan, que nous avons reçue la semaine dernière dans les Robinsons du vendredi, c'est ce soir qu'elle va, je dirais, donner âme à sa sculpture incaïque ou para-incaïque, c'est-à-dire que la cérémonie de la Pachamama, de la vénération de la déesse mère, la terre, chez les Incas, eh bien, elle y participera avec des amis boliviens, mais aussi des amis suisses. C'est à 18 h sur le port d'Haute-Rive. Je vous propose qu'on revoie cette statue splendide, ce d'autant que, je vous le répète, on n'en est pas très loin. Ce soir donc, dans le port d'Haute-Rive, la célébration Inca autour de la statue rouge qui marque désormais le paysage, la statue de Francine Secrétan, une Robinson venue de Bolivie. Et puis je vous rappelle, on en a parlé hier en compagnie de Jean-Philippe Rapp, je vous rappelle le spectacle de Goun. Goun, c'est un clown, il est encore ce soir et demain soir à l'Hiverdome, à Yverdon bien sûr. Dernière chose, et très rapidement si vous le voulez bien Olivier, donc vous serez bientôt à l'Arte-Plage de Bienne, c'est le 8 juin, et ensuite fin juin, début juillet à l'Arte-Plage d'Yverdon. C'est ça, prenez un micro. Oui, c'est bien ça, on sera à Yverdon aux collines. D'accord. Alors toutes ces informations, on va les trouver sur notre site www.tsr.ch. N'hésitez pas à vous y rendre. Et puis un autre rendez-vous, ça sera vendredi prochain avec une nouvelle Robinson. Rappelez-vous sa silhouette, vous la connaissez déjà un peu. Il s'agit de Catherine Chanen. Nous étions partis avec elle à la rencontre des éléphants du Kenya. Catherine Chanen qui depuis lors a repris son bâton de pèlerin ou de pèlerine, qui était récemment aux Comores, où elle s'occupait des tortues marines, et elle sera avec nous pour nous parler à la fois de tous ces animaux que son association défend et aussi d'un petit train, car en été elle est avec un petit train quelque part en Bas-Valais. Elle nous parlera de tout ça. Ça sera vendredi prochain. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il me reste à vous remercier les uns et les autres, et nous allons terminer en chanson avec la compagnie Sous-Sol et une chanson un peu différente qui parle de la compréhension et de l'incompréhension entre l'homme et la femme. Merci à vous tous, et lundi, Zigzag Expo continue. Merci. Moi, ce que j'aimerais, c'est une petite femme, juste pour une nuit à Amsterdam. Ce dont je rêve, c'est d'un bonhomme, pour toute la vie, l'amour en somme. Des fesses bien rondes, une belle, une blonde, avec de beaux seins comme coussins. On s'aidera, dans tous les cas, la grippe, la peste, le choléra. Bonsoir mademoiselle, je m'appelle Marcel, je vous paye un tour en carrousel. Mon Dieu déjà, le prince charmant, je pensais avoir plus de temps. Allez venez, ça sera génial, tous les deux sur le même cheval. Quelle chance il aime, aussi les chevaux, on aura beaucoup d'animaux.
Mon vieux Marcel, elle t'a souri. Ce soir t'es pas seul dans ton lit. C'est drôle, il semble intimidé. Je préfère ça qu'un excité. Très bien, monsieur, faisons un tour sur le cheval de notre amour. C'est vrai, madame, vous acceptez. J'ai les tickets, on peut y aller. C'est formidable, vous allez voir. On va se souvenir de ce soir. Ils ne me croiront pas demain quand je raconterai ça aux copains. Moi je m'occuperai de nos enfants pendant qu'ils gagnera de l'argent. Quelle chance mes vacances finissent bien. Demain matin je prends le train. Moi ce que j'aimerais c'est une petite femme juste pour une nuit à Amsterdam. Moi ce que j'aimerais c'est une petite femme juste pour une nuit à Amsterdam. Des fesses bien rondes, une belle une blonde, avec de beaux seins comme coussins. Des fesses bien rondes, une belle une blonde, avec de beaux seins comme coussins.